Présente du RDA en Afrique noire, française, et la nomination donc du leader du RDA comme ministre français. C'était la première fois dans l'histoire de France qu'on appelait à siéger dans un gouvernement français avec le titre de mise à part entière. Tous ceux qui m'ont précédé, les Candace, les Blaise Ndiaye, les Lamine Gueye, les Senghor, n'étaient que des secrétaires d'État. Ils ne se présentaient que quand l'affaire dont ils avaient la charge était appelée au gouvernement, au conseil. Après des situations, ils se retiraient. Houphouët-Boigny sera ministre dans 6 gouvernements français entre 1956 et 1959. La nouvelle politique, c'est la loi 4 qui va donner l'autonomie au territoire d'Afrique noire. C'est à ce moment-là que le général de Gaulle vient au pouvoir en 1958 et implique Houphouët-Boigny dans l'élaboration d'une autre politique coloniale qui se traduit par la proposition de communautés franco-africaines. Ainsi, on arrive au référendum du 28 septembre 1958, la Guinée dit non et devient immédiatement indépendante. Et Houphouët-Boigny est surpris que De Gaulle donne son OK à la demande introduite par Madagascar avec Tsiran et le Soudan, le Sénégal, qui demandent à être toujours État membre de la communauté franco-africaine, mais indépendant, État indépendant. Et De Gaulle accepte. À partir de ce moment-là, il est donc bien obligé de demander lui aussi l'indépendance. Je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Commence une troisième grande période de 1960 jusqu'à 1993, jusqu'à sa mort, celle du président de la jeune République de Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny a choisi pour la Côte d'Ivoire le libéralisme et il fait largement appel aux capitaux et aux cadres étrangers. La croissance est spectaculaire, mais elle est souvent discutée par les progressistes en raison de la dépendance à l'égard des capitaux. Le président Houphouët-Boigny résiste avec énergie au marxisme et souhaite prouver par sa réussite le bien fondé de son choix politique. C'est l'ère du parti unique plein. Cela correspond aussi à une période de boom économique. Dès lors que l'économie fonctionne très bien, le citoyen ne se préoccupe pas d'autre chose que de s'enrichir. C'est l'ère aussi des gaspillages. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire connaît une croissance économique extraordinaire. C'est la croissance économique la plus forte en Afrique noire. 11% par an. La Côte d'Ivoire, producteur mondial de café et de cacao, devient la vitrine de l'Afrique et son président, l'avocat du tiers-monde. Il faut dire qu'il y a 3 raisons. La première, c'est l'ouverture de ce pays. C'est le pays où vous avez une proportion d'étrangers de très loin supérieure à tout ce qu'on peut voir sur tout le continent africain. La deuxième chose, ce qui signifie que c'est un pays très hospitalier. La deuxième chose, c'est un pays qui a bénéficié pendant très longtemps d'une bonne expansion économique. Et donc, où les conflits politiques ou sociaux ont été moins forts qu'ailleurs. Et donc, c'était devenu le lieu de refuge de ceux qui avaient des problèmes ailleurs. La troisième chose, c'est que c'est depuis
l'ère coloniale, que le leadership personnel d'Houphouët-Boigny s'est imposé aux autres. Ça lui donnait une aura suffisamment forte pour décider pour les uns et les autres. Et après les indépendances, il a continué à jouer ce rôle. Il a continué d'être l'entremetteur dans certaines situations, dans d'autres, pour être celui qui mettait le feu. Il faut le dire. Pour faire taire ses adversaires, Houphouët-Boigny profite du premier coup d'État en Afrique réalisé au Togo pour accuser ses détracteurs de mener sur Bercy d'inspiration communiste. La pacification dans le guébier, après le 108, renforce le pouvoir d'État. C'est Houphouët-Boigny lui-même qui a dit que c'était des faux, qu'on l'avait trompé. C'est pour ça qu'on a parlé de faux complot. Sinon, au moment où les choses ont démarré, beaucoup de gens étaient persuadés qu'il y avait eu complot contre Houphouët-Boigny pour l'assassiner. En fait, ce sont des manœuvres de politique politicienne développées par Houphouët-Boigny pour instaurer de manière définitive son système de parti unique. Il a fait arrêter des centaines de personnes, de hauts cadres. Toute cette jeunesse universitaire qui avait une compréhension très exigeante de l'indépendance, Houphouët-Boigny a décidé de la décapiter pour instaurer son parti. Houphouët a dit qu'on ne peut pas vivre sans nuire. Donc s'il a pu nuire à quelques-uns, il dit de lui pardonner. D'ailleurs, il a réuni tous ceux qu'on prétendait avoir été comploteurs. À leur sortie, il les a réunis à Yamoussoukro, j'étais là, où il leur a demandé le pardon. Il a dit, j'ai été induit en erreur, je vous demande à tous de pardonner et de reprendre le chemin avec nous. De sorte que tous les anciens prisonniers sont devenus ministres. À nouveau, tous, la plupart. Et c'est ça l'une des forces de Houphouët-Boigny, qui est capable de reconnaître son erreur, mais en même temps de tirer parti de cela pour bien atteindre les objectifs qui s'est fixés. Les accords de coopération qu'il a signés en avril 1961 lui donnaient la garantie que la France serait toujours à ses côtés. Mais en contrepartie, il fallait qu'il donne à la France ce qu'elle souhaitait. Et les choses ont assez bien fonctionné jusqu'à 1986. Il a décidé de ne pas vendre son café pour défier les multinationales. Là, il rompait donc le pacte. L'amitié se nourrit de vérité. Il n'y a pas de crise effective sur le cacao et le café. S'il y avait la crise, la grande crise qui affecte le monde dans tous les domaines, s'il y avait véritablement une crise sur le cacao et le café, le prix de la tablette de chocolat continuerait à baisser. Le prix de la tasse de café continuera à baisser. Or, c'est tout différent. La crise perdurante, elle s'accompagne d'une crise sociale et elle ne met pas fin aux revendications, y compris aux revendications politiques qui pendant longtemps vont s'exprimer dans les salons, puis petit à petit dans les syndicats, puis petit à petit faire boule de neige, au point que le Conseil national que convoque le président Houphouët-Boigny en septembre 1989 est le moment où cette société civile en train de s'organiser exprime clairement par la voix du professeur Été Marcel, alors secrétaire général du SYNARES, exprime la volonté de revenir au multipartisme. Houphouët-Boigny est un peu pris de court, il refuse, mais la crise sociale étant forte, les manifestations commencent. Et c'est dans ce contexte, en avril 1990, elle s'accompagne d'une crise sociale et elle ne met pas fin aux revendications, y compris aux revendications politiques qui pendant longtemps vont s'exprimer dans les salles.